Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo tier list des méthodes de travail. Aujourd'hui, nous allons classer parmi tout un tas de méthodes de travail les meilleures à appliquer lorsqu'on est en médecine, en fonction de S la meilleure et D la pire à appliquer. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de méthodes que nous allons balayer, ça va être très intéressant, très dense et vous allez pouvoir retirer les meilleures méthodes possibles avec une petite explication de ma part de pourquoi elle est aussi bien ou aussi mauvaise. Et on va commencer par la lecture passive, qui est bien sûr un D tiers. C'est l'erreur que la plupart des étudiants font au début, c'est de penser que lire passivement suffit pour retenir une information. C'est l'erreur que j'ai faite pendant un énorme moment durant ma première année. Et c'est aussi parce que c'est le plus naturel la méthode vers laquelle on se dirige le plus naturellement. C'est celle-ci, en fait, lire passivement, sauf que elle est très faible, cette méthode, pour deux raisons. Déjà, de un, on a très facilement la possibilité de décrocher de son cours et de perdre en focus. Et la deuxième, c'est qu'en lisant passivement, sans faire de rappel actif, sans faire d'apprentissage actif, eh bien en fait l'information, on peut la comprendre, ce qui est déjà pas mal, mais on ne peut pas bien la retenir et bien l'ancrer. Et donc c'est pour ça que cette méthode est aussi faible. Ensuite, on a les flashcards qui, elles, sont en S tiers. C'est bien sûr un atout de taille de savoir faire des bonnes flashcards, savoir les utiliser, faire des ancrages, c'est-à-dire les rappeler au bon moment. C'est bien sûr beaucoup trop puissant. Vous avez tout intérêt à savoir faire des bonnes flashcards et c'est ce que je préconise à mes élèves la plupart du temps, bien sûr, quand ils sont d'accord avec ça. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, moi c'est Julien, je suis interne en 8e année de médecine et je suis votre hôte aujourd'hui pour cette vidéo. Ensuite, la technique Pomodoro, je vais la mettre en A tiers. Elle est très connue et très bien cette méthode. Elle est déclinable en plusieurs sous-méthodes, hein. Donc on peut faire des Pomodoro de 25 minutes avec 5 minutes de pause, de 55 minutes avec 5 ou 10 minutes de pause. Bref, le fait de la technique Pomodoro, c'est simplement faire un créneau de travail, un petit créneau de pause et ainsi de suite en fonction de et plus ou moins grand en fonction de ses préférences et de son temps qu'on arrive à rester concentré. Soi-disant 25 minutes serait la durée optimale. Moi, je la mets en A et non pas en S parce que je sais que elle ne convient pas à tout le monde. Moi, par exemple, je préfère travailler des gros blocs de plus de 60 minutes de travail et prendre une pause quand j'en ai l'envie. Par contre, pour certaines personnes qui n'arrivent pas à se discipliner et qui n'arrivent pas quelque part à se tenir à son temps de travail, c'est très très intéressant. Ensuite, on passe à la méthode Eat the Frog, qui veut tout simplement dire manger la grenouille en français, qui est une méthode S tiers. Cette méthode, elle consiste simplement à commencer par le plus compliqué dans sa journée et finir par le plus facile. C'est un S tiers parce que d'un point de vue dopaminergique, ça fait totalement du sens de commencer par le cours ou l'action qui te demande le plus d'efforts, vu qu'au début de ta journée, c'est là où tu as le plus de dopamine, et à l'inverse, si tu commences par l'action la plus facile ou si tu commences par scroller ou ce genre de choses, tu crames de la dopamine pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps commencer par le plus dur, ça veut dire que scientifiquement et avec nos connaissances sur la physiologie, on a tout intérêt à commencer par le plus dur, mais certaines personnes préféreront commencer par des cours faciles pour ensuite augmenter la difficulté progressivement. Cependant, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue aussi personnel, expérience aussi, je vous le dis, commencez par la chose la plus dure dans votre journée, c'est game changer, c'est beaucoup trop intéressant et beaucoup trop motivant aussi, forcément. Ensuite, surligner, ça va aller en D tiers. C'est ce que j'ai fait aussi pendant toute ma première année. Surligner, ça vous donne l'illusion d'être actif, alors qu'en vérité, vous n'êtes que passif et vous juste vous colorez en fait certaines informations. Ça peut être pas mal pour classer certaines informations dans son cours. Cependant, je la mets quand même en D tiers parce que vraiment, c'est trop un piège de penser que quand on surligne, on est efficace. Ce n'est que de la lecture passive, souvent avec juste de la couleur rajoutée en plus. Donc non, c'est une très très mauvaise méthode. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'appliquer, ça veut dire qu'il faut faire très gaffe quand on l'applique à est-ce qu'on est réellement en train d'apprendre, est-ce qu'on est réellement en train de passer du temps à retenir de l'information ou au moins à comprendre ou au moins à dégrossir. Et souvent, la réponse est non. Et on a juste cette sensation d'être productif qui nous conforte. Ensuite, la matrice d'Eisenhower, c'est en A tiers.
C'est simplement classer en 4 cadrans ces actions à faire dans la journée en fonction d'urgence et importance, avec en premier urgent et important, ensuite non urgent et important, ensuite urgent et non important, et ensuite non urgent et non important. Et bien sûr, commencer par ce qui est urgent et important, c'est très intéressant pour stadifier et mettre à plat quelles infos, plutôt quelles actions on doit faire en première. C'est beaucoup trop intéressant. Ensuite, on a la méthode, la technique de Parkinson que je vais mettre en S tiers. Cette technique, elle dit tout simplement qu'une action prend le temps qu'on aura décidé de lui allouer. C'est-à-dire que si vous pensez que dans un temps classique, il vous faudrait 1 heure pour faire ce cours, pour réviser ce cours une première fois, eh bien si vous mettez 50 minutes et que vous vous forcez à vous tenir à 50 minutes, vous allez naturellement trouver un moyen de faire tenir ça en 50 minutes et donc gagner 10 minutes. Et je dirais même plus que en plus de gagner 10 minutes de temps, vous gagnez aussi en efficacité parce qu'en étant plus rapide, vous êtes souvent aussi plus efficace. Vous mettez plus d'intensité dans votre façon de retenir les informations et c'est d'autant plus intéressant du coup d'appliquer cette loi de Parkinson. Donc pour moi, c'est un S tiers, c'est beaucoup trop intéressant. Ensuite, la revue passive, si vous voulez, le fait de revoir passivement son cours, c'est en C tiers parce que c'est. Ouais, c'est en D tiers en fait. Revoir passivement son cours, c'est-à-dire que quand vous avez appris un cours et que au final vous faites votre J+1 par exemple, vous le revoyez et avant toute chose, vous replongez dans le cours, genre vraiment avec votre cours devant vous, et ben c'est pas très bien parce que vous pouvez simplement faire quelque chose de mieux qui est du active recall. Désolé, du coup, j'ai pas le nom en français, mais du rappel actif. Voilà. Et avant donc d'ouvrir votre cours et de lire, et souvent refaire de la lecture passive, vous pouvez simplement vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai retenu la dernière fois grâce à mon cours, et ça active des schémas neuronaux qui sont bien plus intéressants, et ça vous permet aussi de savoir ce que vous ne savez pas, ce qui est beaucoup trop intéressant aussi pour focus sur les bonnes informations à apprendre. Ensuite, on a le chunking qui veut tout simplement dire découper ces actions en plus petites actions, en plus petites parties. C'est très intéressant, je vais plutôt le mettre en B. Par exemple, sur un cours, ça pourrait être, au lieu de voir un cours comme sa globalité, le voir comme introduction, puis explication, puis ensuite traitement de la maladie, tout ça. Bref, c'est de découper son cours en plus petites parties et le découper même mentalement pour mieux l'apprendre. C'est une technique qui paraît assez basique de base, mais qui est très, très intéressant pour mieux retenir des informations et aussi dégrossir un cours. Je pense notamment au cours sur le diabète qui fait 80 pages. Le découper en plusieurs petits cours semble quelque chose de presque indispensable pour pouvoir mieux l'assimiler et que ça soit aussi plus intéressant et plus motivant de l'apprendre. Ensuite, on a la courbe d'Ebbinghaus, donc en fait, contrer la courbe de l'oubli qu'on va mettre en A tiers et même en S tiers finalement. En gros, cette courbe d'Ebbinghaus, elle dit simplement que au fur et à mesure du temps, on oublie exponentiellement une information qu'on ne revoit pas. Et donc, contrer cette courbe de l'oubli via, entre autres, bien sûr, la méthode des J, c'est très, 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 très intéressant, voire indispensable pour retenir de l'information sur le long terme. Donc, bien sûr, il faut avoir cette courbe de l'oubli en tête et ajuster son emploi du temps et son organisation de cours en fonction. Ensuite, on a la méthode SMART pour se mettre un objectif. Donc, mettre un objectif qui soit SMART, c'est mettre un objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on se met un objectif, lorsqu'on se met quelque part un créneau aussi dans notre emploi du temps, il faut que ce créneau il soit spécifique, qu'on sache exactement quoi faire, mesurable, que ce soit quantifiable, la chose qu'on est à faire, atteignable bien sûr pour que ça soit pas démesurément compliqué en fait et que vous ne puissiez pas vous y tenir, réalisable, c'est-à-dire que ça puisse être fait maintenant et temporellement défini, y allouer un créneau bien spécifique pour que ça tienne en fait dans ce créneau. Et donc avoir cette notion quand on se met des objectifs, quand on met des créneaux dans son emploi du temps, c'est très très intéressant et très important. Ensuite, la loi de Pareto, je vais aussi la mettre en S tiers. Il y a beaucoup de bonnes méthodes de travail, mais la loi de Pareto, c'est vraiment c'est S tiers du S tiers.
C'est cette loi qui dit que 20% de vos efforts vous donnent 80% des résultats, et c'est totalement vrai. Et à l'inverse, vous avez 80% des autres efforts qui donnent 20% des résultats, et il faut que vous arriviez à déterminer quel est ce 20% qui vous donne le 80% de résultats. Souvent, c'est faire des annales, souvent, c'est faire les bons QCM, souvent, c'est ne pas s'attarder sur des détails de cours qui ne tombent pas et qui sont beaucoup trop durs à retenir et qui ne vous serviront à rien dans votre pratique future. Bref, la loi de Pareto, c'est S tiers. Vous avez ce 20% devant vous, vous avez juste à l'identifier. Ensuite, on a la règle des 2 minutes que je vais mettre en A tiers. Cette règle, elle est déclinable en plusieurs sous-règles. La première, ça serait, si ça prend moins de 2 minutes à faire, tu le fais maintenant. Et l'autre sous-règle de 2 minutes, du coup, ça serait au moins faire 2 minutes d'une action avant de se laisser la possibilité d'abandonner et de passer à autre chose. Ça veut tout simplement dire que l'action entraîne la motivation et pas l'inverse. Enfin, l'inverse, si quand même, mais c'est beaucoup plus rare d'être de suite motivé à faire quelque chose. Donc, autant commencer 2 minutes, voir comment on se sent lors de la lecture de la première page de son cours. Et si vraiment on n'a pas envie, si vraiment on sent qu'on aurait peut-être mieux à faire, et bien là, oui, se laisser la possibilité de dégager cette action et de faire autre chose. Ensuite, mettre un timer, avoir la notion du temps qui passe, c'est S tiers. C'est S tiers, avoir vraiment tout le temps à portée de vue un repère temporel qui vous fait vous dire ok, je suis à combien de minutes, je suis à tel temps, ok, il me reste telle quantité de temps avant de finir mon cours. C'est S tiers. Il faut absolument que vous ayez tout le temps un repère temporel à côté de vous quand vous travaillez. Ensuite, la technique du double encodage, c'est un B tiers, gentiment. C'est cette technique qui veut simplement dire que lors de l'apprentissage ou de la découverte d'une information, vous ayez deux sens, souvent visuel et auditif, pour pouvoir quelque part la retenir. C'est sympa, ça vous aide d'avoir plusieurs sens sur lesquels vous reposez plutôt que uniquement le visuel avec la lecture, plutôt que uniquement l'auditif avec un podcast ou un cours que vous écoutez plus que vous ne regardez. Euh, Avoir les deux, c'est plus intéressant. Je dirais pas que c'est doublement intéressant, mais je dirais que c'est quand même 1,25, 1,5 fois plus intéressant que uniquement l'un ou l'autre pour au final une même quantité de temps passé sur une information. Ensuite, on a le rappel actif. Le rappel actif, donc ce que j'ai dit, en fait, qui fait directement contraste au rappel passif. Ça, c'est un A tiers, le fait de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai retenu quelque part, qu'est-ce que j'ai appris la dernière fois et de quoi est-ce que je me souviens avant de se replonger dans son cours. C'est beaucoup trop intéressant aussi, bien sûr. Donc, c'est un A tiers plus plus. Ensuite, l'apprentissage par cœur. Je vais le mettre en D tiers, même pas en C tiers, en D tiers. Le fait d'apprendre par cœur bêtement une information qui pourrait être comprise, qui pourrait être quelque part assimilée d'une autre façon bien plus pertinente en faisant des connexions, des schémas de pensée, tout ça, c'est D tiers. Dites-vous que en gros, retenir par cœur, purement par cœur et de façon brute, une information, c'est votre dernier rempart quand il s'agit d'assimiler une information. Parce que ça va vous demander justement 80% d'efforts pour 20% de résultats, parce que ça va vous demander beaucoup plus d'exigence avec vous-même pour la retenir vraiment sur le long terme. Et à l'inverse, c'est une information que vous allez très vite avoir tendance à oublier. Donc c'est vraiment la dernière chose à faire. Et quand il s'agit de retenir par cœur, plutôt que juste de retenir par cœur comme ça, faites plutôt des flashcards. Parce que voilà, mettre une information dans sa tête et demander juste par la force de la pensée de la retenir quand il n'y a aucune logique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur dans l'apprentissage. Ensuite, les mind maps, je vais mettre en C tiers. Je vais peut-être me faire des ennemis. Il y en a qui adorent ça. Moi, à titre personnel, j'en faisais en P1. Mais l'énorme faiblesse des mind maps, c'est de nous faire penser qu'on est réellement productif lorsqu'on la réalise. Alors qu'en fait, ça nous demande énormément de temps. Et au final, ce temps-là pourrait être passé à autre chose plutôt que de faire la mind map pour ensuite l'apprendre. Ça, c'est une information qui est valable avec la plupart des fiches en fait qu'on fait. Et je viens de bugger parce que je viens de réaliser que j'ai pas mis les fiches dans ce classement, que je mettrai aussi en C tiers du coup. Donc mind map et fiches, c'est en C tiers. Parce que souvent, en fait, du coup, quand on fait des fiches ou des mind maps, on a l'impression d'être productif en réalisant la mind map. Sauf qu'en fait, si on s'observe d'un point de vue extérieur, on voit qu'on n'est absolument pas actif en train de faire notre mind map ou notre fiche.
Et donc, c'est du temps qu'on perd à ne pas mettre l'information dans notre tête et à plutôt la mettre juste sur du papier pour que ensuite on prenne le pari qu'elle rentre mieux dans notre tête. Et même si c'est souvent vrai, ça reste quand même une quantité de temps dépensé qui est non négligeable et qu'il faut avoir en tête, qu'il faut avoir, dont il faut avoir la notion tout simplement. Faire un planning, bah, c'est S-tier, hein. Franchement, si vous ne faites pas de planning à l'avance, vous êtes sûr de perdre au moins 25 à 50% du temps dont vous disposez et d'être 25 à 50% moins efficace que ce que vous pourriez être. Donc faire des plannings, c'est bien sûr la base, la base, la base. Faire des plannings en appliquant la loi de Parkinson, c'est la base aussi. Faire des plannings en appliquant la loi Eat the Frog, c'est la base. Faire des plannings en ayant un timer lorsqu'on réalise les tâches et se tenir à ce timer, c'est la base. Bref, faites des plannings, les amis, bien sûr. Ensuite, la méthode Feynman, c'est S-tier aussi. C'est une méthode qui consiste à faire comme si on expliquait à un enfant de 4 ans une information qu'on vient d'apprendre. C'est du S-tier++. On est carrément dans le fait de processiser une information, de la découper dans notre cerveau. Cette information, elle est en train d'être remodelée, on est en train de se l'approprier. C'est une méthode magnifique, s'il vous plaît. Lorsque vous apprenez quelque chose, pour être sûr de l'avoir bien compris, n'hésitez pas à haute voix ou dans votre tête à faire comme si vous l'expliquiez à un enfant de 4 ans et donc remodeler cette information pour qu'elle puisse, en fait, pour que vous puissiez vous l'approprier et que, en fait, quelque part en faisant ça, vous prouvez à vous-même que vous avez compris et c'est à vous-même que vous l'expliquez. C'est à votre propre enfant de 4 ans, quelque part, que vous l'expliquez. Donc, c'est franchement une méthode S-tier, bien sûr. Ensuite, le deep work, j'ai envie de mettre en S-tier, mais je vais le mettre en A-tier pour la simple et bonne raison que c'est très dur à atteindre, ça demande du travail. C'est cette technique qui consiste à rentrer dans un état de concentration tellement extrême que l'on ne voit plus le temps passer. Et ça demande de l'entraînement, ça demande bien sûr de la discipline aussi, d'arriver à rentrer dans le deep work. Et ça demande aussi une certaine passion qu'on a intrinsèquement ou aussi qu'on peut cultiver aussi. Donc voilà, le deep work, quand on arrive à rentrer dedans, c'est une technique qui est magnifique, qui nous permet de travailler littéralement 2 fois plus facilement et être 2 fois plus productif. Mais il faut arriver à l'atteindre. Je vous ferai une vidéo sur comment atteindre le deep work, bien sûr. La taxonomie de Bloom, c'est S-tier. C'est cette méthode qui consiste en fait à stadifier les différents niveaux d'apprentissage. On a tout d'abord, hop, on va zoomer dessus. On a tout d'abord la connaissance. Simplement avoir connaissance d'une information, c'est le plus bas de la pyramide. C'est le niveau 1, si vous voulez, de l'assimilation d'une information. Ensuite, on a la compréhension, puis l'application, puis l'analyse, puis l'évaluation, et puis enfin, se réapproprier l'information pour arriver à créer de nouvelles choses avec. C'est la synthèse et la création, c'est le top de la pyramide quand vous arrivez à créer de nouvelles informations, créer de nouveaux schémas de pensée avec une information que vous avez assimilée. Là, c'est que ça y est, l'information, elle ne sortira jamais de votre tête. Et donc voilà, ça c'est la taxonomie de Bloom à avoir en tête, très très intéressante. Ensuite, on a le fait d'aller en cours. Aller en cours, je vais le mettre non pas en C mais en B tiers, parce que ça convient pas à tout le monde, bien sûr. Mais par contre, moi, j'ai toujours pris le pari d'aller en cours pour être sûr d'avoir une première explication de la part d'un prof, quitte à miser sur le fait que le prof sera mauvais, qu'il va me faire perdre mon temps. Parce que quand c'est le cas, il ne faut pas hésiter à quelque part à choisir à quel cours aller. Et donc si le prof est vraiment mauvais, vous savez qu'il est mauvais, vous n'allez pas en cours et vous économisez votre temps. Mais si vous savez que le prof est bon, ou alors si vous ne connaissez pas le prof et que vous prenez et que vous ne savez pas si son cours va être bon, prenez le parti d'y aller quand même, pour la simple et bonne raison que vous avez à chaque fois une petite probabilité lorsque vous allez en cours, peut-être 0,5% de chance à chaque fois de tomber sur un prof qui va changer votre vie, qui va dire quelque chose qui va vous faire écho de malade. Et rien que pour cette probabilité, franchement, allez-y. Honnêtement, vous allez tomber sur des profs parfois qui vont changer votre vie, changer votre vision, de voir les choses sur tout un tas, sur un énorme aspect de votre vie. Et je pense que ça vaut le coup pour cette raison-là d'aller en cours et aussi parce que il y a toujours 80-90% de chances que le prof il soit juste lambda et que ça serve modérément d'aller en cours. Donc c'est quand même une bonne méthode de travail. Ensuite, on a le palais mental, très 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 intéressant comme méthode. J'ai un élève qui l'utilise pour tout et n'importe quoi et il a fait des progrès de malade. Je pense que c'est pas
c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Par contre, quand on s'approprie la méthode et qu'on arrive à l'utiliser parfaitement, c'est une méthode qui marche beaucoup trop bien, qui est ludique. C'est le fait en fait de se créer, si vous voulez, un environnement mental et à placer différentes informations en fonction d'ancrage, souvent saugrenu, souvent bizarre, et y associer une information. Donc très 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 intéressant cette méthode. La méthode des J, c'est une méthode que j'aimerais bien mettre en S tier, mais je vais la mettre en A tier parce que elle a comme énorme point faible le fait d'être rigide. Et c'est pour ça que je mettrais en S tier plutôt la méthode des J qu'on pourrait qualifier de méthode des J adaptée, modifiée. C'est-à-dire une méthode des J qui serait revisitée à votre sauce en fonction du temps dont vous disposez et aussi avec certains J qui pourraient disparaître pour laisser plus de temps, plus de place. Mais sinon, bien sûr, cette méthode des J, comme on l'a dit, qui contre parfaitement la courbe de l'oubli, c'est un banger. C'est entre A et S tier, bien sûr, à utiliser plus. Ensuite, on a le batching que je vais mettre en C tier. Le batching, ça veut tout simplement dire rassembler les actions qu'on a à faire dans notre journée en fonction du type d'action en question. En médecine, ça pourrait être faire tous les QCM lors d'un seul bloc, faire toutes les flashcards lors d'un autre bloc, faire tous les J+, lors d'un autre bloc, faire tous les apprentissages actifs lors d'un autre bloc. Je le mets en C tier parce que ça peut être très intéressant. Moi, je sais que je marche beaucoup en batching, en tout cas avec ma création de contenu. Mais pour la médecine, c'est moins applicable. Et aussi parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est tout aussi intéressant quelque part de dispatcher ses sessions de QCM, peut-être scinder en deux sa session de QCM pour en fait, qu'il y ait plus de mouvement dans sa journée et qu'on ait plus le temps aussi de faire certaines choses parce que quand on déborde sur notre emploi du temps, malheureusement, et ben du coup, si on fait du batching, c'est tout un créneau de, par exemple, apprentissage de nouveaux cours qui pourrait sauter et c'est pas très intéressant. Et ensuite, on a dormir suffisamment, à ne pas exclure de la méthode de travail. Je vous en supplie, dormir suffisamment, c'est un S tier. C'est votre principal outil de méthode de travail à ne surtout pas négliger. Et je vois trop de personnes qui l'excluent de la méthode de travail alors que ça fait partie intégrante et c'est le pilier, si vous voulez, de la méthode de travail. S'il vous plaît, dormez suffisamment, faites attention à votre sommeil. C'est un S tier de S tier de S tier de S tier. Il n'y a quasiment aucun prétexte, pour ne pas dire aucun, où votre sommeil devrait passer au second plan. Ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, les amis. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais en sortir beaucoup des vidéos comme ça, où je vous donne beaucoup de valeur, où on analyse beaucoup de choses comme ça. Bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je réponds à tout. Et si jamais vous voulez me suivre plus dans ma vie, dans mon lifestyle, que je vous donne aussi des conseils plus rapides et sous format vertical, vous avez donc mes réseaux sociaux, @kcvlv, notamment Instagram et TikTok. Et puis, si jamais tu es un étudiant en médecine, que tu as du mal à faire payer tes efforts ou que simplement tu as du mal à trouver ta méthode de travail, tu as du mal à te motiver, tu as du mal à aligner tes actions avec ce que tu veux réellement faire pour devenir la personne que tu veux réellement devenir, et ben auquel cas, tu as mon accompagnement personnalisé. On accompagne exactement les personnes comme toi à réussir leur année. Tu as le lien en description. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.